Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc comme chaque week-end, on fait le point ensemble sur les indices, les matières premières, la paire euro-dollar et les différentes actions. Comme d'habitude, sur les actions, vous les avez sur la liste gauche, mais je le rappelle chaque fois, puisqu'à chaque fois dans les commentaires, je vois des personnes qui me posent des questions sur les actions qu'on a vues, mais qu'on a vues en règle générale sur la fin de la vidéo. Donc je rappelle que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas votre action sur la colonne de gauche, sur l'encadré de gauche, que je ne vais pas forcément en parler. Il y a une certaine liste d'actions que vous m'avez demandé, pour lesquelles vous avez voté, notamment le week-end dernier, que je passe ensuite. Alors j'en intègre certaines dans la liste, voilà, je fais un petit peu au mieux, mais globalement il y a toujours à peu près une dizaine de valeurs qui ne sont pas dans la liste de gauche, que je fais donc à la fin de la vidéo. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne loupez pas les autres, puisque je publie fréquemment des vidéos en milieu de semaine où je vais prendre un sujet et je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail. Le gros sujet, hein, le gros mot actuellement, c'est toujours l'inflation. Donc bien entendu, on avait le CPI qui devait sortir pour le mois de mai. Globalement, il n'y a pas vraiment de questions à se poser là-dessus. Pour moi, le marché, si on a envie de savoir ce que le marché pense, globalement, on regarde l'obligataire. Et pour moi, l'obligataire, on le voit donc sur le TLT, ici c'est le 20 ans américain, donc c'est les obligations américaines. Donc si les obligations montent, ça veut dire que les taux se détendent. Si les obligations baissent, ça veut dire que les taux se tendent. Donc si les taux se détendent, on en avait parlé ces 2 dernières semaines pour dire, tiens, voilà, l'inflation, grosso modo, le marché l'a intégré et il ne prévoit pas une dégradation, donc il est plutôt dans le mode temporaire. Ça a été validé par les stats qui sont sortis, le marché n'a pas réellement réagi alors qu'il avait quand même anticipé du rebond sur de la tech, il avait anticipé, on le voit, le marché obligataire avait déjà anticipé son break, etc. Ça ne veut pas dire que l'inflation ne reviendra pas sur le devant de la scène, ça ne veut pas dire que l'inflation c'est terminé, ça veut juste dire que dans un cadre de court terme, le marché intègre que pour l'instant c'est du temporaire et que pour jouer éventuellement la suite avec une tension sur les taux, il va falloir certainement attendre quelques mois. En attendant, ce que l'on a ici, pour moi, c'est le meilleur indicateur, plutôt que de se faire des nœuds au cerveau, à savoir ce que le marché en pense ou pas, ce que les tels économistes en pensent ou pas. J'essaierai de sortir une vidéo, mais globalement, ce qui est toujours important dans un avis, que ce soit boursier, qu'il soit économique, c'est l'horizon de temps. Donc quand on parle d'inflation ou de déflation, tous les arguments se valent quelque part, mais c'est une question de savoir sur l'espace-temps de quand on parle. Est-ce qu'on parle là tout de suite à court terme? Est-ce qu'on parle dans 6 mois, 1 an? Est-ce qu'on parle dans 10 ans? Parce que les facteurs sont complètement différents et on peut tout à fait argumenter la déflation et l'inflation sur un horizon de 10 ans. Il y a potentiellement de l'argumentaire pour faire les deux. Et ça, typiquement, c'est le type de vidéo que j'essaierai de vous faire ce week-end ou quelque chose comme ça. J'essaye de les préparer le week-end en règle générale, puisque la semaine c'est un petit peu plus compliqué avec le trading et l'académie. Mais globalement, donc j'essaierai de vous publier ça pour rentrer un peu plus dans le détail des différents éléments, pour que vous prépariez votre hypothèse de travail et qu'on arrête de se faire balader. Parce que je le vois sur les réseaux sociaux, sur les emails que vous m'envoyez, etc., sur les commentaires. Voilà, il faut arrêter de se faire balader au jour le jour avec le nouvel économiste à la mode qui va sortir son article pour expliquer pourquoi ça va être l'inflation. Derrière, vous avez Goldman Sachs qui rajoute une couche, etc. Bref, moi, ce dont je me méfie, c'est toujours le consensus. Quand tout le monde commence à me parler de l'inflation, c'est qu'en règle générale, au moins sur le court terme, j'ai plutôt envie d'avoir un biais correctif, donc contrariant. Quand tout le monde nous parle de la baisse du dollar, comme en fin d'année dernière, début d'année 2021, même chose, plutôt envie d'avoir un avis contrariant. Et c'était la même chose il y a 3-4 semaines, hein, vous savez, j'avais un biais assez prudent, même pour ne pas dire baissier sur le CAC 40. Et puis le week-end même, je vois la majorité des gérants qui sont baissiers. Il n'y en a pas un qui parle de la continuation haussière, tout le monde parle de la correction du CAC 40. Bon, ben, dès le lundi, grosso modo, je me dis, bon, ben, j'ai le biais contrariant qui ressort, parce que le marché se fait toujours un malin plaisir. Et là, maintenant, c'est là où c'est le plus intéressant, c'est que maintenant, quand vous regardez le pétrole,
On commence à avoir un paquet d'analystes et d'analyses qui sortent avec l'objectif, c'est à qui est la plus grosse. Donc ça part sur du 100 $, 125, 150. C'était pareil sur l'or, hein, rappelez-vous, l'or devait monter à 4000 $. Et on a les corrections terminaires. Ça ne veut pas dire que la vision est mauvaise. La vision est potentiellement bonne. C'est l'horizon de temps. Ce dont je me méfie toujours, c'est quand tout le monde commence à me dire la même chose et donc a le même biais, et que les objectifs sont un petit peu à celui qui va sortir le plus gros pour pouvoir se faire inviter sur le prochain journal télé. Donc ça, voilà, se méfie. Et là, ce qu'on commence à voir, c'est du coup des objectifs de plus en plus haussiers et acheteurs sur le pétrole, et des objectifs en mode ça peut plus baisser sur les indices, et notamment les géants qui ont retourné leur veste et qui sont haussiers. Donc là, moi, vous le savez, j'ai un biais prudent, mais j'ai un biais prudent dans le sens où, voilà, je suis en mode sauvegarde de ma perf. Donc après, il y a avoir un biais personnel par rapport là où on en est dans ses performances, dans ses objectifs, et ce qu'on cherche à faire pour l'année. Donc en l'occurrence, pour moi, plutôt de la prudence. Et donc pour mes positions de couverture, c'est des positions de prudence. Graphiquement parlant, elles n'ont pas lieu d'être. C'est des positions de prudence, ça m'évite de rentrer dans des écarts dont je me connais, dans des biais, et de commencer à placer des surexpositions sur des positions qui n'ont pas forcément un intérêt graphique, etc. Donc le but, voilà, c'est éventuellement de me protéger et de me bloquer un petit peu l'argent sur des positions qui potentiellement vont me coûter. C'est finalement une définition d'une assurance. Ça me coûte, si jamais il y a un accident, ça me permet de conserver la performance, et en attendant, mentalement, ça me permet de continuer à rester agressif, continuer d'aller chercher de la perf par ailleurs sur des spéculations ou de manière plus agressive en me concentrant mes positions, en me les surexposant sporadiquement. Mais à côté de ça, voilà, je sais que j'ai une partie du capital. Si jamais il y a un petit peu de volatilité, ça me permet d'éviter de tilter, d'éviter d'avoir des émotions qui peuvent revenir, surtout avec un environnement en ce moment qui n'est pas super stable, etc. Un petit peu de fatigue, voilà. Donc il faut comprendre. J'ai beaucoup de questions sur ça. Quand je vous fais les vidéos sur le week-end, mon but, c'est pas de vous expliquer ce que je fais, ce que je pense, entre guillemets, etc. Mon but, c'est d'essayer de rester le plus objectif possible. Alors, c'est toujours un exercice compliqué, mais mon but, c'est vraiment d'être le plus objectif possible et de vraiment vous dire ce que je vois là. Ensuite, ce que je fais sur mon portefeuille, pourquoi je le fais avec mes propres sentiments. Parfois, il y a un décalage entre ce que le graphique dit, ce que la tendance dit, et ce qu'on va réellement faire. Pas parce qu'on est contrariant, pas parce qu'on ne suit pas ses plans, etc. Mais parfois juste parce que la bourse, ce n'est pas que ce que montrent les graphiques, c'est aussi comment vous êtes, vous, physiquement, mentalement, actuellement, quel est votre environnement, est-ce que c'est propice ou pas à la concentration, au trade, à prendre des grosses positions, voilà. Moi, j'ai juste pris la décision, il y a déjà quelques semaines, de prendre du recul de cette manière-là. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne manière de le faire pour vous. Je vous l'exprime assez souvent, si vous voulez prendre de la couverture, essentiellement, pour la majorité d'entre vous, vous allez beaucoup mieux vous en sortir à prendre du cash, à reprendre des liquidités. Donc voilà, ça c'est juste pour vous réexprimer que les vidéos du week-end, j'essaye de les faire le plus objectivement possible pour vous, pour éviter de vous donner des biais, etc. Mais au-delà de cela, sinon, il faut suivre ce que j'écris au jour le jour lorsque je partage mon portefeuille, et là je vous exprime beaucoup plus mes biais personnels, c'est-à-dire mes prises de décision personnelles, qui peuvent être purement graphiques, fondamentales, sentiments de marché, mais aussi liées à la vie que nous avons tous au jour le jour, avec des moments de bien et des moments de moins bien, où il faut savoir aussi adapter son trading par rapport à ça, pour éviter dans un certain nombre de travers. Et c'est là évidemment où on retombe dans il faut se connaître soi-même, il faut savoir là où on pêche. Et moi je sais qu'en règle générale, quand je me mets à gagner beaucoup rapidement, c'est là où les émotions peuvent revenir au galop et je peux refaire des erreurs de débutant. Et donc du coup, il faut savoir se sauvegarder un petit peu, quitte à potentiellement laisser de l'argent sur la table, à ne pas profiter du bouquet final éventuel qui est en train de se réaliser devant nos yeux. Mais ça, voilà, un choix personnel, et chacun doit le faire. Si j'étais à plus 10% sur le début de l'année, je pense que je serais resté agressif. Là, en l'occurrence,
pour moi, mon but maintenant, c'est de faire du mieux possible en prenant le moins de risques possible. Je conclus là-dessus et on repasse donc à quelque chose d'objectif, et c'est de vous dire, je vous ferai une vidéo sur l'inflation un peu plus dans le détail pour pas trop truster ici la vidéo et la faire trop longue, mais sinon voilà, si vous voulez pas trop vous prendre la tête sur l'inflation, vous regardez ici. Ce que ça nous dit déjà depuis 2-3 semaines, en gros, c'est que le marché s'est complètement détendu sur les taux. Du coup, on l'avait vu avec un retour sur les valeurs technologiques, et donc le fait également, donc on est revenu, le marché est venu effectuer un rattrapage sur l'ensemble des valeurs, et notamment aussi pas mal de petites capes américaines qui étaient en consolidation correction depuis quasiment février-mars, sur lesquelles on avait des bonnes constructions depuis 2-3 semaines, et là, sur les derniers jours, c'est en train, ça s'est décanté grandement. Donc au niveau des taux et de l'inflation, vous le voyez, en gros, tant qu'on ne va pas réintégrer ici, qu'on ne va pas repasser sous les 138, 130, 137, dans cette zone-là, le marché ne se rejoue pas à se faire peur sur la hausse des taux. Et s'il ne rejoue pas à se faire peur sur la hausse des taux, il ne joue pas à se faire peur sur l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation, on intègre que c'est une comparaison par rapport à un monde l'an dernier, en avril-mai 2020, qui était complètement fermé. Donc c'est un retour de l'inflation, mais comme je vous l'avais expliqué sur pas mal de matières premières, etc., c'est surtout en fait un rattrapage par rapport à la baisse. C'est sûr que si on compare par rapport au ras des pâquerettes et au plus bas sur lequel on était en avril-mai 2020, plus 5%, c'est pas grand chose. Ensuite, il faut savoir qu'est-ce qu'on compare. Je vous avais fait une vidéo, je vous la remettrai peut-être dans les commentaires, mais il y a un mois justement, juste avant que les précédents CPI sortent, on avait parlé justement de faire attention à cet effet de base, à cette comparaison d'effets de base pour l'inflation, mais également à qu'est-ce qu'il y a dans l'inflation, et se rendre compte, pour définir si elle sera durable ou temporaire, de bien regarder qu'est-ce qui tire l'inflation, parce que c'est une moyenne pondérée également. Et donc quand on regarde un petit peu à l'intérieur, c'était la conclusion de la vidéo du mois dernier, mais c'est également la conclusion ici de ces stats, on se rend compte que l'essentiel des éléments qui tirent actuellement l'inflation par le haut sont des éléments temporaires, qui sont reconnus comme étant des éléments temporaires. Donc ça sera intéressant de voir ça dans les prochaines semaines. De toute manière, il n'y a pas besoin de se convaincre, le marché s'est déjà convaincu, lui, et l'avait déjà anticipé. Alors après, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est pas pour autant que l'inflation, il faut ranger ça au placard. Comme je vous avais dit, il y aura certainement des effets poupées russes avec une idée court terme, une idée moyen terme, une idée long terme. L'idée court terme, c'est que pour l'instant, on est passé en mode détente. Il y a de la place, éventuellement, vous le voyez, pour que les taux continuent de se détendre, mais pour autant, il y a quand même de sacrées résistances avant qu'on puisse annuler le mouvement qu'on a mis en place début d'année, en février, quand on avait déjà commencé à parler que le marché allait se faire peur sur l'inflation et sur la hausse des taux. Et donc là, l'idée, vous le voyez bien, c'est qu'on a éventuellement de la marge pour de la détente, mais avant de parler de retournement haussier de l'obligataire et donc de totale détente, mode on revient à la déflation limite sur les taux, etc., pour moi, il y a encore beaucoup de chemin et on n'en est pas encore là. Donc pour moi, c'est une détente de court terme qui ne remet pas en cause la tension de moyen terme. Par contre, c'est une détente qui peut durer, on le voit, où on peut avoir une construction et qui peut durer avant de nous donner la vraie incitation supplémentaire. C'est-à-dire soit on recasse par le haut après une phase de consolidation et là on se détend, et par contre on aura d'autres problèmes. On aura d'autres problèmes si on se détend trop, ça veut dire que la consommation est vraiment pas là. Et ça sera problématique avec tout l'argent qu'on a dépensé, etc. Parce qu'on ne veut quand même pas un monde déflationniste lorsqu'on a augmenté les dettes autant qu'on les a augmentées. Et sinon, si la congestion ici, une fois qu'on a fait notre petit zigzag, casse par le bas, là, voilà, on rentrera dans la deuxième étape. Ouais, l'inflation, peut-être que là, on rentre dans des éléments inflationnistes qui sont, eux,
plus durables, donc salaire et compagnie. Et donc là, on rentrera vraiment dans le vif du sujet. Et puis pour les salaires du McDo, etc., on en avait pu parler dans différentes vidéos, je vous avais expliqué que ça, il faut aller intégrer ça comme étant temporaire, comme étant le goulot d'étranglement sur le secteur tourisme, parce que il faut anticiper, et toutes les terrasses vont réouvrir en même temps, il faut de la main-d'œuvre, parce qu'on sait qu'on va atteindre un pic. Et ensuite, tout ça, éventuellement, ça va se lisser dans le temps, et donc c'est pour ça qu'on passe plus d'une temporarité. Et ce qui sera intéressant, donc, c'est dans quelques mois, une fois qu'on aura fait les comptes, une fois qu'on aura eu cet effet soulagement, de voir qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce qu'on continue d'épargner parce qu'on a peur de demain? Est-ce que le Covid est vraiment passé, ou même avec les vaccins, on continue éventuellement d'avoir une nouvelle vague, etc. Voilà, tout un tas de questions auxquelles on ne peut pas encore répondre, et je vous avais expliqué que de toute façon, le marché, lui, il anticipe, et il anticipera le coup d'après, alors que les stats ne viendront nous le confirmer que en aval. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai à dire là-dessus. Alors le CAC 40, c'est haussier point bas, hein, si on doit rester objectif par rapport à ça. J'avais fait tout un laïus pour vous expliquer un petit peu la différence entre les couvertures que je prends, ces vidéos que je fais le week-end, où je tente d'être le plus exhaustif possible et surtout objectif, et le fait qu'il faut me suivre sur les parutions, les publications que je fais sur le blog chaque jour pour avoir mon sentiment, moi, par rapport à ce que je fais, mes positions. Et bien séparer l'objectivité que l'on peut avoir de point de vue purement graphique, d'également la subjectivité que l'on peut avoir dans la gestion de son risque, la gestion de son portefeuille, les couvertures éventuellement que l'on prend, et donc de bien comprendre un petit peu le différentiel, de bien comprendre que quand on fait de la gestion du risque, c'est par rapport à la performance, que si jamais j'étais à plus 10% cette année, j'aurais certainement continué à me surexposer, à continuer d'être agressif, sans couverture, mais que là, c'est pas la même chose. On est dans une gestion avant tout de la performance, et c'est ça aussi qu'il faut comprendre quand vous me posez des questions par rapport à ce que je fais sur mes positions, pourquoi je me couvre. Graphiquement, oui, il y a nécessairement de raison, mais ensuite, mentalement, psychologiquement, pour moi, c'est plus simple de continuer à être agressif, de continuer à aller chercher des positions d'achat, etc., par rapport à une évolution de ma performance que je cherche à sauvegarder. Donc ça, c'est des choses qui sont propres à chacun, et qui sont propres également à la gestion. Parce que la bourse, c'est pas seulement ce que l'on voit, c'est également notre environnement, c'est également nos biais. Est-ce qu'on se sent bien en ce moment? Est-ce qu'on est dans une période de moins bien? Est-ce qu'on est fatigué, etc. Donc tout un tas de choses qui peuvent venir nous impacter. Si jamais le marché redevient volatile, qui peut nous empêcher d'être réactifs, nous empêcher de bien réagir au bruit de marché, et nous empêcher de réagir, on va dire, impulsivement. Donc tout ça, éventuellement, moi, à titre personnel, c'est quelque chose qui va m'aider de prendre des couvertures, qui sont comme des assurances et qui ont donc un coût. Mais quand je vous fais ces vidéos-là, je ne vous parle pas nécessairement, un petit peu bien entendu, mais je ne vous parle pas nécessairement de mes biais ou de ce que je fais sur mes positions. Je tente de rester le plus objectif possible parce que je sais très bien qu'il y a une multitude de profils qui regardent et une multitude d'horizons de placement. Et donc, la seule chose que l'on peut faire, on ne peut pas peaufiner à chaque profil, etc., ce qui serait bien de faire. Dans une généralité, on reste factuel sur ce que le graphique nous dit. Bon, j'étais allé très très loin dans tout un tas d'explications, notamment voilà, sur le fait que là, je resterai plus prudent actuellement aussi d'un point de vue sentiment de marché, parce que là où tout le monde attendait une correction il y a 2-3 semaines, maintenant tout le monde parle qu'on va aller aux 7000, etc. et que c'est pas choquant. Alors qu'il y a encore 2-3 semaines, aller aux 7000, c'était vu comme malsain par beaucoup. Donc voilà, c'est pareil sur le pétrole. Maintenant qu'on a cassé les 70 $, tout le monde nous explique que ça va aller à 100, à 125, à 150. Donc on est sur des éléments où quand je vois les analystes, etc., qui commencent à avoir uniquement un biais à la hausse et uniquement des objectifs plus élevés en mode à celui qui joue à la plus grosse, voilà, c'est le moment où je me dis on est plus proche de la fin que du début, mais c'est également le moment où il faut se dire, je vous l'avais dit le week-end dernier, le moment où il faut faire attention, de se dire
c'est pas du timing, donc c'est juste voilà, un biais de prudence, un biais de sentiment de marché, et éventuellement se couvrir contre un retour de la volatilité. Mais se couvrir contre un retour de la volatilité, pour vous, potentiellement, c'est juste, voilà, être sur des titres qui sont bien liquides, sur lesquels vous n'avez pas de problème de taille de position, et donc vous pouvez rentrer-sortir comme vous voulez, ou éventuellement avoir un peu plus de liquide ou de cash sur votre portefeuille actuellement qui pourra vous permettre de réagir rapidement également. Donc voilà, et ça, voilà, c'est qu'une condition comme ça. Donc je vous avais fait tout un laïus, malheureusement je ne vais pas vous le refaire en intégralité, mais en synthèse c'était à peu près donc ce qu'on s'était dit. J'avais voulu parler de l'inflation, etc. et d'un tas de choses. Ce que je ferais, c'est que je ferais des vidéos individuelles pour reprendre un certain nombre de sujets, puisque là, en détail, je me souviens plus de ce que j'ai dit, mais c'était bien, c'est dommage. Malheureusement, il y a eu un petit bug. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas, et j'essaierai de vous faire des vidéos plus spécifiques que je publierai en cours de semaine, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la clochette, c'est important, parce que comme ça vous recevez une notification et vous ne loupez pas éventuellement des vidéos que je peux publier. Donc au niveau du CAC 40, pour reprendre l'analyse factuelle du CAC 40, c'est aussi point barre. On est en mode bouquet final, mais que toujours est-il, on ne sait pas jusqu'où on peut aller, si on fera des consos intermédiaires, etc. L'idée pour moi, c'est à court terme, 6520, c'est le support. En dessous, on parlera d'une petite consolidation qui viendra chercher un appui sur moyenne mobile 20, voire cette zone des 6410, 6420 à 6440. C'est mon support de court terme. Donc très court terme 6520, court terme 6420, 6440. Tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, on ne remet pas en cause le mouvement qu'on a mis en place depuis février. Donc c'est haussier, point barre, et toute baisse est à voir comme une petite conso, une reprise de souffle à ce stade, tant qu'on va tenir cette zone des 6420, 6440. Ce qu'on voit également aussi, c'est que le pétrole continue de gravir les échelons. On a fait le break des 70 $. Tout le monde nous explique que ça va monter en ligne droite à 100 $. Avant, pour moi, il y a quand même les 75 à 77 qui reste l'objectif. Pour moi, l'objectif sera atteint. Mais globalement, tant qu'on ne repasse pas sous les 70 $, 69, 70 $, il n'y a pas de conso non plus qui se met en place ici. Ça, c'est favorable aux valeurs pétrolières, bien entendu, qui donc continuent de surperformer le secteur de l'énergie et continuent d'aider les indices plus value. Donc ça nous aide bien aussi sur le CAC 40 à insuffler tout cela. Sur le Nasdaq, donc on a bien eu notre retour en forme des valeurs technologiques. Éventuellement, on a de la marge pour aller jusqu'au 4200. On est dans un biseau ascendant ici avec 4200 en résistance et la zone des 13003 en support. Donc du coup, pour casser un petit peu la dynamique et revenir en mode prudent, il faudrait repasser sous les 13007 et surtout les 13004, 13003. Là, on repasserait en mode prudent. Ce biseau ascendant, n'oublions pas que c'est une figure qui peut être cassée à la hausse, et quand elle est cassée à la hausse, elle renverse les vendeurs à découvert qui doivent se racheter, qui crée du coup un déficit de contrepartie à la vente, et là, on peut se retrouver avec, pas besoin nécessairement de beaucoup de flux, mais donc avec le bouquet final également, c'est-à-dire l'exponentiel qui se forme sur la cassure d'un biseau ascendant. Donc on n'oublie pas que ce type de figure-là peut casser à la hausse et peut créer le genre de bouquet final en mode climax. Et ça, voilà, il faut le prendre également en ligne de compte avant de penser que nécessairement ce type de figure en biseau ascendant casse par le bas. Éventuellement oui, mais pour l'instant on n'en a pas la preuve. Surtout ce que l'on a, c'est que la figure peut encore durer, on voit ce mois de juin. Cet été, je pense que voilà, il ne faudra pas trop s'écarter des écrans parce qu'on aura certainement du décisionnel qui se fera. Au niveau de l'euro-dollar, on est toujours dans une tendance haussière, donc de dégradation du dollar. Par contre, à court terme, on est dans une consolidation qui se fait dans un biseau descendant. Donc là aussi, on va en savoir beaucoup plus dans les jours à venir. Soit on casse par le bas, ce qui remettrait un petit peu, alors ça nous remettrait vers la zone des 1,19, 1,20. Donc ça remettrait de la force au dollar. On devrait regarder du côté on aura à regarder du côté des taux également à ce moment-là, si le dollar redevient un petit peu plus fort. Mais globalement, la tendance de fond va rester haussière pour moi tant qu'on va tenir cette zone des 1,19, 1,20. Donc même si on devait casser ici par le bas, par contre on casse par le bas ici, on fait le pullback là et on repart ici,
là pour moi, ça sera quand même un signe de force du dollar. Sinon, ça c'est le scénario alternatif, mais le scénario primaire reste la hausse de l'euro et donc la dégradation du dollar, qui serait renforcée donc sur la cassure de ce biseau descendant par le haut, ce qui relancerait une attaque haussière de l'euro vers la zone des 1,23 à 1,24, et donc dans la tendance de fond qui reste quand même haussière pour l'euro, donc de dégradation du dollar, donc matières premières, etc. Ce que l'on voit quand même, c'est qu'on a une détente sur les matières premières, industrielles et également agricoles. Donc là aussi, ça favorise quand même le côté temporaire un petit peu du goulot d'étranglement à ce stade. Donc il faudra voir ces prochaines semaines, c'est là où les choses vont se construire. Et ce qu'on va construire donc, éventuellement dans un zigzag, c'est ce qui nous donnera la tendance pour la fin d'année. Et ce qui nous donnera quelque chose certainement de plus moyen terme. Donc on aura l'occasion d'en rediscuter. Au niveau de l'or, ça reste dans un retournement haussier. À ce stade, on bute sur les 1910 $. L'autre résistance, sinon, c'est les 1960-70. Sinon, je resterai haussier dans ce cadre de retournement et de relance à la hausse, tant qu'on tient les 1840-50 $ et surtout les 1820 $. Tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, on reste dans un retournement haussier. En dessous, on redégrade. Au niveau de l'argent, même chose, tendance de fond haussière, on est en train de travailler une zone de résistance qu'il faudrait casser par le haut, sinon on reste globalement positif au-dessus des 26 $, 26,50 $. Au niveau du pétrole, on en a parlé, et l'euro-dollar, on a parlé, voilà, on a fait le tour. Du coup, j'ai été beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Bon, on aura perdu quelques infos au passage. Je tiens à rappeler que cette liste sur la gauche n'est pas exhaustive de tout ce que je vais vous présenter. J'en ai quelques-unes en plus sur une liste, donc n'hésitez pas à continuer à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Également, s'il y a une âme charitable qui veut me faire le timestamp avec les codes temps en fonction de toutes les actions, ça me fera gagner du temps déjà, je vous remercie d'avance, et surtout ça sera utile à la communauté pour que vous puissiez peut-être jongler dans la vidéo le plus rapidement possible. Donc vous pouvez me mettre ça dans les commentaires, si jamais ça ne se publie pas, copier-coller avant de le publier, si jamais ça disparaît, c'est des choses qui arrivent, et envoyez-le moi par email. Je vous remercie par avance si vous voulez bien m'aider là-dessus. Au niveau d'ADP, donc on a fini par avoir le break, pam, ici, très très beau, hein. Donc break haussier, rien à dire, on est en train de valider le retournement, j'ai toujours un objectif pour ma part sur les 135 €. On n'est pas à l'abri de faire un pullback, hein, mais sinon au-dessus des 115-120, on va rester positif. Au niveau d'Air France, on est toujours dans une construction intermédiaire, toujours cette zone des 5 € à dépasser pour déclencher un signal. On avait parlé la semaine dernière de la mollesse des grosses GAFAM, surtout d'Amazon et Apple. Les autres étaient mieux. Et donc du coup, du fait que les indices américains étaient en train de se retourner grâce à un rattrapage de l'ensemble du reste des valeurs, ce qui prouve quand même une force de marché. Je préfère largement que le marché dans son ensemble monte et que peut-être les GAFAM rament, plutôt que le marché ne tienne que grâce aux GAFAM, alors que quand je regarde toutes les autres actions, elles sont en train de casser leur support. Ça, pour moi, c'est un signe plutôt de faiblesse. Alors que là, ce que l'on avait depuis 2 semaines, c'était plutôt un signe de force. Et du coup, l'autre signe de force maintenant, c'est que les GAFAM qui étaient assez molles la semaine dernière, se mettent à recasser par le haut, et donc éventuellement relancer une attaque. Et c'est là où, si on veut voir un bouquet final sur le Nasdaq, casser le biseau ascendant, etc., c'est là où on a besoin maintenant que les GAFAM en fassent de même, et les gros ranges dans lesquels elles étaient, qu'on soit dans la capacité de les casser. Donc il y a beaucoup à suivre sur Amazon et Apple, qui pour moi vraiment sont à se servir comme indicateur. Apple pour l'instant reste encore un petit peu molle, n'a pas validé, mais c'est à observer. Si Apple se met à casser, vous voyez, cette zone des 129, peut réouvrir la voie des 132, et ça peut donner un flux supplémentaire au Nasdaq, qui lui permettra d'aller chercher déjà les 14 200, ce qui est le haut de l'oblique du biseau. Et là, le biseau, je veux dire, maintenant... la semaine dernière, je voyais pas trop de monde en parler, etc. Maintenant, tout le monde l'a vu, et si en plus on va chercher une nouvelle fois la résistance oblique et qu'on fait une petite conso intermédiaire, tout le monde l'aura vu. Ce qui renforcera le jour où on le cassera, évidemment, avec un mouvement, pour un mouvement plus puissant. Au niveau de Boiron, pour moi, ça reste très positif. À observer le dépassement des 40 €, 50, 41 €, qui pourrait déclencher un signal sympa.
Au niveau de Carrefour, positif également, on est en train de travailler ici, vous voyez la résistance, ou sinon éventuellement une petite consolidation intermédiaire, mais rien de bien méchant. À ce stade, ça reste haussier. Casino, Guichard reste dans la figure, donc valide bien la figure à ce stade. On est en train de revenir travailler la zone médiane ici, mais le gros morceau à passer, ça sera, vous le voyez, c'est 29,60 €. Katana en ligne droite, rien à dire, c'est positif. Alors les 5 € ont mis un petit reflux pour éventuellement reprendre un petit peu son souffle, mais sinon c'est haussier, point barre. CGDIM, ça se travaille, ça prend son temps, etc. Je ne sais pas trop comment le voir, mais globalement c'est toujours la zone des 28 € qui pour moi est le gros niveau de résistance à passer. On a une bonne congestion, il y a un bon news flow, il y a des bons volumes. Je trouve que voilà, le titre éventuellement se construit bien, mais on n'a pas encore le signal. Et on voit que voilà, 27-28 €, ça sera vraiment le niveau à dépasser pour le signal. Céliade, on se l'était proposé pour un rebond technique, il a eu lieu. On est venu chercher, vous voyez ici, la zone des 5,20 €. On est venu rechercher la zone de support et donc on a une congestion qui se met en place ici. Donc il faudra maintenant sortir d'un côté ou de l'autre, je ne trace pas très droit mais vous avez compris l'idée, sortir d'un côté ou de l'autre pour prolonger le rebond ou au contraire relancer la baisse. Donc ça c'est des rebonds techniques qui sont à proposer à des personnes voilà, court-termistes essentiellement. Serinov, un dépassement des 1,85 € qui peut donner la spéculation qui est attendue, sinon une bonne congestion ici qui est en place. CGG, comme on a vu sur le pétrole, ça se construit bien. Il manque maintenant le signal, c'est-à-dire cette congestion ici, réussir à breaker par le haut, ce qui permettrait d'ouvrir ensuite sur cassure des 97-98, la zone des 1,03, 1,0, 1,04 dans un premier temps. Claranova aussi a bien réagi, a fini par casser cette oblique là, ça a été dur. On casse cette oblique, mais le gros morceau pour moi c'est toujours le même, c'est cette zone des 7,30 à 7,50, et qui vraiment, c'est vraiment cette zone-là qu'il faudra réussir à casser pour relancer la dynamique haussière. Mais on tient un bon bout, un bon chandelier en tout cas pour commencer. Crédit Agricole, ils ont lancé des rachats d'actions, de toute façon ça reste positif, vous le voyez, dorénavant on peut bien définir ce triangle ascendant, ça casse par le haut, on aura un objectif supplémentaire au-delà des 13 €, ce n'est que quand ça cassera par le bas que ça sera une indication en effet de reprise de souffle, et si les bancaires reprennent leur souffle, globalement, le marché reprend son souffle, notamment le CAC 40 qui est assez pondéré, mais pas que sur le bancaire, mais voilà, c'est l'aspect value qui reprendra un petit peu de souffle. Donc l'aspect value cyclique. Donc voilà un petit peu où on en est. Mais tant qu'on est dans la figure, je veux dire c'est propre, c'est plutôt la cassure à la hausse qu'on va définir. En plus il y a des bons volumes, etc. Donc là aussi, je m'en sers comme indicateur de Crédit Agricole ou des valeurs bancaires. Le jour où ça casse par le bas, là, oui, je commence à devenir prudent d'un point de vue pragmatique sur le graphique. Mes couvertures, c'est pour des raisons personnelles, de ma perf, et etc. Je pense que je l'ai expliqué, maintenant je ne sais plus si je l'avais expliqué dans la partie qui malheureusement aura disparu, ou si j'ai réussi à le rappeler un petit peu en synthèse par la suite, excusez-moi. C'est la fin de semaine, c'est un petit peu la fatigue, et c'est vrai, je crois que j'ai parlé 20 minutes dans le vide, donc c'est difficile de savoir ce que j'ai redit et ce que j'ai pas redit, mais bon, on fera avec. Danone, toujours positif, congestion ici, à casser par le haut pour relancer la dynamique, ça casse par le bas, pareil, on continuera la consolidation. Égide, on s'est réveillé, on a fini par se réveiller, on réalise un nouveau break avec des volumes. On est allé chercher l'objectif que l'on avait à la base, donc aux alentours de cette zone des 1,55 € et des brouettes. Maintenant, c'est toujours positif, etc. Donc éventuellement, on peut essayer de prolonger. 1,70 €, voire les 2 € pour les plus moyens termistes. Au niveau d'Engie, on continue de construire. Pour moi, il n'y a rien de bien méchant sur Engie, c'est toujours une bonne construction, c'est toujours propre, et pour valider la relance de la dynamique, il faudra casser par le haut la zone des 12,70. EDF, je vais faire EDF tant qu'on y est, là on a eu une bonne cassure intermédiaire, qu'il faudra confirmer ensuite avec la cassure de l'horizontale ici, mais la dynamique reste propre, pour EDF également. Eramé, vous voyez, c'est mode zigzag, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, quand c'est comme ça, je cherche pas à comprendre.
je dis range. Et donc on attend éventuellement d'avoir des constructions supplémentaires. Alors les plus court-termistes verront des biseaux descendants de cette manière-là, etc. Mais après, même si vous cassez par le haut, il y aura quand même cette zone-là des 61 maintenant qui joue un rôle de résistance. Sinon le support, voilà, grosso modo, c'est dans cette zone des 51 à 52, 53. On a une zone de support. Si on la casse, je dirais que la prochaine, c'est sur les 47. 47, 40, 48, bref, dans cette zone-là, ici. En attendant, vous le voyez, c'est une construction qui est en train de se faire, donc c'est du zigzag. Donc après, tout est une question de profil. Mais avant qu'on ait un nouveau signal, il va falloir attendre plusieurs chandeliers, donc inutile éventuellement de bloquer le capital, sauf à être long terme. Au niveau d'Euronext, toujours la zone des 8,20€ qui est à casser par le haut à ce stade. Euronext, toujours cette zone des 89,50€, 90€ à casser pour relancer. Europcar, on est en train de continuer de construire là-dessus. Pour relancer, il faudrait au moins revenir ici, au-dessus de cette zone des 43 centimes d'euros. Au niveau de Fugro, on est en train toujours de construire. Le signal, c'est la cassure de cette oblique sur les 9,20€. Au niveau de Harmony Gold, elle est revenue sur un niveau sympa. On voit cette zone des 4,60€ qui est travaillée. Vous le voyez, j'essaye d'être un petit peu plus gourmand sur les 4$, pardon, les 4,57$ éventuellement. Bref, cette zone-là, ça peut être une zone de support, au moins pour tenter le rebond. Cette zone-là des 5$ redevient résistance, donc il faudrait vraiment la repasser en force et rapidement pour inverser la vapeur. Ipsen a breaké ici ce niveau des 86 et elle est partie maintenant en climax. On a la zone des 95 à 97€ qui, à mon avis, sera la zone de résistance. Mais sinon, c'est positif, c'est haussier. LVMH, c'est positif, c'est haussier. Le niveau pivot, pour moi, est à 635 à court terme. Hein. Donc, on parlera de conso que le jour où on casse ces 630-35€ par le bas. Almac n'y arrive pas pour l'instant, hein. Elle a fait 2 tentatives cette semaine avec des mèches hautes, donc pour l'instant ça relance pas, c'est même un petit peu léger, il faudra faire attention, on casse pas le support là-dessus. Morel et Prom, comme la plupart du secteur pétrolier, on s'est remis bien en forme sur la cassure de cette oblique. La prochaine étape, c'est de réussir à breaker cette zone des 2,10€ et de tenir dorénavant la zone des 1,90€ pour rester positif. Au niveau de MBWS est en train de congestionner, c'est toujours cette zone des 1,65€ à casser par le haut. Mota Engil, même chose, on congestionne, toujours cette zone des 1,50 à 1,55 à casser par le haut pour un signal. Navia, pour moi, toujours aussi faible, donc on se méfie là-dessus, hein. Si ça casse ici par le bas, ça peut aller vite. Et pour moi, on n'a toujours pas réussi à lancer le signal. Il faudrait casser les 2,70€. Et surtout, ensuite, pour parler de relance, les 2,96€, on va arrondir à 3€. Et là, méfiance, hein, parce que ça peut aller très très vite, ou alors au moins avoir un stop là-dessus. Mais bon, si la valeur avait dû se retourner, je pars du principe qu'elle aurait dû le faire. Même chose sur Nicox, c'est plutôt faible, on n'arrive toujours pas à casser cette oblique, tant que c'est pas le cas, hein, pas de signal. Nokia consolide un petit peu, rien de bien méchant, mais maintenant au-dessus des 4€, 4,30€, on va rester positif éventuellement. Novacite, c'est du rebond technique, ça tente le rebond technique à ce stade-là. On a bloqué, aujourd'hui on voit sur la moyenne mobile 20, on peut tracer éventuellement aussi cette oblique ici. Voilà, donc globalement, il n'y a pas vraiment eu de signal, il y a une petite congestion qu'il faudra confirmer la semaine prochaine avec un débordement des 4,20€, on va arrondir, à 4,30€, ce qui pourrait éventuellement ouvrir la zone de gap en objectif. Ça reste du rebond technique à ce stade-là, on n'essaye pas de jouer au héros. Orange, on est toujours dans cette figure en triangle, on joue un petit peu trop avec le bas, alors on peut le tracer peut-être de manière un petit peu moins obtuse, hein, donc pour avoir le support plutôt aux alentours des 10,20€. Et donc jouer un petit peu moins à se faire peur éventuellement, mais globalement donc on est toujours dans la figure, mais voilà, ça tâtonne, les volumes sont quand même un petit peu vendeurs, mais on fait des mèches basses pour l'instant, donc on trouve des acheteurs. Toujours est-il, voilà, le vrai signal c'est le débordement des 10,50, 10,60. Poxel continue de jouer un petit peu au zigzag dans un carnet d'ordre qui n'est pas super épais. On est toujours dans une bonne configuration, une bonne congestion qu'il va falloir casser par le haut. Donc la semaine prochaine, toujours à se garder sous le coude, Poxel, c'est plutôt pas mal, mais il va falloir confirmer.
Quantum, c'est un peu moins bien, donc on est toujours dans une sorte de congestion ici, tant qu'on n'arrive pas à repasser, vous voyez, cette zone des 4 €, 4,10 €, et surtout le gros morceau pour moi, c'est cette zone des 4,40 €. C'est-à-dire que même si on passe ça, on irait refermer le gap, ça peut être un objectif pour des court-termistes, mais pour relancer la dynamique haussière à plus long terme, cette zone des 4,35 là, 4,40 sera le gros morceau. Pour l'instant, on construit avec un petit bémol. Renault a breaké, donc congestion ici. Je pense qu'on avait parlé le week-end dernier de cette congestion avec cette horizontale ici aux alentours des 34,80, 35 € qui break aujourd'hui donc et qui permet de relancer la dynamique. Au niveau de Ruby, même chose, on a fini par casser ici, donc on relance la dynamique et la relance. Safran, il faudra poursuivre Airbus, ADP et compagnie, il faudra casser les 127. Sanofi également s'est remis correctement, on voit, relancer ici, PAM, et on relance la dynamique. Donc là, pour moi, on continue de viser la zone des 80, 91, 92 €, et dorénavant, le marché nous a validé le support des 84. SES, on en avait parlé également la semaine dernière sur le pullback ici, qui s'est fait un petit peu plus profondément que ce que je pensais, mais bon, l'oblique n'était pas super probante parce qu'il y a 2 points d'impact, etc. Mais c'était l'idée, et là, on est en train de tenter la relance. Donc on est pas mal, il y a une bonne congestion, si on arrive à breaker les 6,90, on peut relancer la dynamique haussière. Donc on voit, il y a encore des configurations qui sont quand même intéressantes, hein. Donc il faut éviter de tuer les acheteurs trop vite. Au niveau de Technicolor, petite consolidation, rien de bien méchant à ce stade, un support éventuellement sur les 3,10 €. Technip Energy également, de la construction, un petit peu de la faiblesse, ça. Il faudra rapidement redynamiser au-dessus des 13 €. Voilà. Mais sinon, globalement, bon, on y est, on peut tracer un petit quelque chose comme ça pour le voir plutôt en support oblique et voir donc une espèce de congestion en biseau. C'est plus visible sur un graphique 1 heure. Donc, mais sur le journalier, voilà, c'est ce qu'on verrait. Donc bien tenir cette zone-là, casser cette zone des 13 € assez rapidement pour relancer la dynamique, ça serait un bon signal. Terra Nexus, ça se cherche également, hein. Pas grand chose de plus sur Terra Nexus à se dire. D'ici la fin du mois, normalement ils doivent communiquer, on verra. Mais graphiquement parlant, il faudrait revenir au-dessus des 13-14 € pour se remettre bien quand même. Total Energy est en train de breaker, donc ça c'est positif pour le CAC 40 aussi, ça lui donne de la force. Alors c'est un break d'oblique, mais comme je vous avais dit le week-end dernier, il y a l'horizontale également, et ça se joue à l'épaisseur du trait, mais c'est en cours de break. Au niveau du DBI également, on a fini par breaker, on avait parlé le week-end dernier de la congestion. Vallourec, ça s'observe, alors il y a l'augmentation de capital, mais il y a une bonne congestion aussi. Donc à voir si on arrive à rebreaker et à valider ça. Verimatrix pour l'instant c'est en attente. Toujours cette zone des 2 € hein, en zone de soutien. Et toujours cette zone des 2,25 €, 2,30 € à redépasser pour se remettre dans une situation de rebond retournement. Je vais parler maintenant des différentes actions que j'ai pas eu la place de rentrer dans cette liste ici. Et on va commencer par Stellantis, mais pas celle sur l'Italie, celle ici, hop. Ok, donc au niveau de Stellantis, vous le voyez, le bouquet final là, qui se met en place sur le break, c'est quand ça devient exponentiel, comme ça, il n'y a plus de vendeurs, hein, il n'y a plus de contrepartie vendeuse, ils se rachètent, etc. Donc voilà, ça évidemment, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, il peut y avoir une deuxième poussée, mais à un moment donné ou à un autre, voilà, il faudra s'attendre à un prorata et de la volatilité. C'est normal et il faut commencer à l'intégrer, et c'est pour ça que je vous parle d'un certain nombre de choses. C'est pas pour anticiper, c'est pas pour anticiper le marché au sens d'anticiper les positions, etc. C'est pour anticiper votre plan et la façon dont vous allez réagir quand ça arrivera. Et ça, c'est deux choses complètement différentes, et c'est ce que j'essaye de bien vous exprimer, de bien séparer ces deux choses. Le côté factuel de l'analyse graphique de ce qu'on a sur les marchés, et le côté derrière, voilà, sentiment, qu'est-ce que je fais dans ma gestion de portefeuille, dans ma gestion du risque. Deux choses bien séparées qui peuvent vous faire prendre des décisions d'alléger, etc. pour des raisons qui vous sont propres. Après, voilà, moi j'ai envie de prendre un petit peu de recul, j'ai envie de lever un petit peu le pied, j'ai envie de sauvegarder ma performance, etc. Donc, je prends des décisions qui ne sont pas nécessairement liées avec le graphique, mais qui sont plus en mode, je me protège,
je continue à me faire plaisir, à trader, à suivre des tendances, etc., à essayer d'aller grappiller des points de performance, mais sans pour autant prendre un risque qui me ferait reperdre mes gains. Voilà, et c'est quelque chose potentiellement que je fais aujourd'hui, mais que je ne ferais pas si ma performance était seulement à plus 10 ou plus 20 éventuellement. Comme j'avais tendance à dire que mon objectif annuel, moi, c'est plus 20, et qu'à partir du moment où j'ai dépassé ces plus 20, et que je les ai sauvegardés, entre guillemets, de rester agressif jusqu'à la fin de l'année. La problématique de cette année, c'est que ce plan-là, il n'est pas tenable, parce que entre l'année dernière et cette année, les gains sont exponentiels, et au bout d'un moment, vous avez beau être dans l'adrénaline, etc., à un moment donné, vous vous reposez et vous commencez à réaliser ce que vous avez fait, etc. Et ça, voilà, vous mettez à trader avec un portefeuille qui a subitement gonflé sur un certain nombre de positions que vous avez pris de manière agressive. Voilà, il faut savoir à un moment donné aussi digérer, prendre le temps de digérer ce qui a été fait, plutôt que de rester la tête dans le guidon, parce qu'à un moment donné ou un autre, vous allez vous prendre une tartine. Alors oui, pendant ce temps, vous continuez d'engranger, etc. Mais l'idée là, voilà, c'est à un moment donné quand on commence à devenir gros et qu'on commence, et ça c'est pas une question de montant, c'est une question de proportionnalité. Quelqu'un qui passe un portefeuille de 1000 euros à 10 000 va subir la même pression émotionnelle éventuellement. Quelqu'un qui passe un portefeuille de 10 000 à 100 000, la même chose. Alors il faut intégrer aussi combien représentent ces 10 000 à votre patrimoine total, etc. pour vraiment avoir les implications de la taille de votre portefeuille par rapport à votre patrimoine et donc à l'impact que l'évolution importante et rapide de votre portefeuille peut avoir sur vos émotions et qui nous font retomber éventuellement dans des erreurs qu'on pensait de débutants. Mais je ne suis pas à l'abri de retomber dans des biais et dans des erreurs que je fais régulièrement aussi et que je considère comme des erreurs de débutants. Et ça, je veux dire, on est tous humains. Et c'est qu'une question de proportionnalité. Et c'est qu'une question de gestion des émotions. Donc au bout d'un moment, il faut savoir, voilà, quand on a acté une certaine performance, il faut savoir se protéger de soi, au-delà de juste objectivement suivre le marché, tartempion, etc. Parce qu'on continue de se surexposer sur la totalité de son portefeuille. Et le jour où vous prenez moins 1 ou moins 2%, l'impact en pourcentage, c'est rien, mais l'impact en valeur euro, ça peut être très important pour votre mental et vous faire rentrer dans un certain nombre de problématiques parce que ce que ça va représenter en euros, c'était il y a peut-être 1 an ou 2 ans, pas la totalité de votre portefeuille, mais un montant important. Et vous pouvez potentiellement être avec un portefeuille beaucoup plus gros, mais encore avec la mentalité qui n'a pas évolué de votre gestion du risque d'il y a 1 an ou 2 ans. Et donc vous pouvez vous rentrer quand même dans un engrenage émotif par rapport à ça. Donc on va terminer sur Atos également. Alors juste Atos, c'est une tendance baissière de fond, mais si vous voulez y voir un rebond, il faudra casser, vous le voyez, cette oblique ici qui permettra de mettre un rebond, et après ça aura besoin certainement d'un petit peu de construction sur la suite, alors que ça rame un petit peu. Karma est en train d'avoir une dynamique appréciable, et ce que l'on a sur Karma, vous voyez, c'est cette oblique ici, ce triangle symétrique, qui est pas loin de casser par le haut. Il va falloir encore le confirmer, bien entendu. Et ensuite, sur Karma, ce qui sera important, alors le PC RAM, ce sera de casser cette zone des 27 € pour vraiment acter le retournement. Au niveau de GTT, GTT pour moi c'est plutôt neutre. Alors c'est très bien ce qu'a fait GTT ici, on le voit. Ici on sort on gap et on fait en fait une petite île de renversement. Donc on sort par le bas, on re-rentre ici. Donc congestion, ce niveau des 68 devient support et on tente le rebond. Par contre il y a encore pas mal de boulot, donc je resterai encore assez neutre sur le dossier. NeoN, pour moi également c'est du rebond à ce stade. Le gros du boulot, en fait on est en train de construire la figure. Le gros du boulot, vous le voyez, c'est de continuer à zigzaguer là-dessus pour valider la figure, mais ça sera de casser cette zone des 36 € pour acter un rebond plus puissant. Au niveau de Ubisoft, là aussi on est à peu près dans la même dynamique, c'est une construction qui est en train de se faire, donc avec un bon support ici sur les 57 qui permet de faire un plan, une oblique ici à breaker par le haut,
Et ensuite, il faudra repasser l'horizontale aux alentours des 62 €. Et ça vous permettra de nourrir un rebond un petit peu plus puissant, mais de rester quand même dans une dynamique baissière à long terme, hein. Donc, vous voyez, c'est des choses où il faut bien comprendre ce qui est possible à court terme, de ce que le temps va prendre peut-être avant que ça se retourne à plus moyen long terme. EDF, on en a parlé, Engie, on en a parlé, Renault, on en a parlé. Voilà, globalement, je pense. Il y a Score aussi que je trouve intéressante, qui peut éventuellement se retourner. Donc au niveau de Score, voilà, qu'il y a eu une bonne séance avec un bon gap. Donc ça, sur cette zone, si on trace droit, sur cette zone des 27 €, ça peut être un support appréciable. Et ensuite, vous avez DBV qui réagit également un petit peu. On est en train de revenir, alors si on joue ici dans la figure, et c'est plutôt pas mal d'être revenu au-dessus des 10 €. Il faudra les conserver, il faudra valider avec un débordement des 10,60, 10,50 pardon. Et ensuite, si on revient à tâter un petit peu la zone de résistance sur les 11,20, ça peut vous donner un signal intéressant. Et enfin, pour terminer, Valneva qui pour moi voilà, est en train de continuer à faire ses rebonds parce que vous avez un effet momentum assez fort, mais qui quand même a cassé la dynamique à ce stade-là. Ce qui serait bien pour Valneva, c'est de repasser les 12 € et derrière de les conserver. Et là, on retenterait éventuellement de construire autre chose. Sous ces 12 €, je resterai plutôt en mode rebond. Si on recasse ici par le bas, en gros, vous aurez une espèce de range en congestion comme ça, là, tac, 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 et qui peut relancer, bien entendu. Et si ça casse par le bas, il faudra un petit peu se protéger. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo aura pu vous apporter. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, d'aimer la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite clochette également de notification, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos dans lesquelles j'essaierai de rentrer un peu plus dans le détail, un certain nombre d'idées que j'expose ici d'une manière schématique. Et je vous retrouve donc dans les commentaires, comme d'habitude, pour savoir quelles sont les actions que vous voulez voir la semaine prochaine. Un commentaire, une action, et vous votez avec un pouce en l'air sur les actions que vous voulez voir, celles qui ont le plus de pouces. J'intègre à la liste le week-end prochain. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr. Salut les graphes.